13 heures, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. En attendant, la phase nationale prévue du 6 au 10 mai prochain. Face à la coupe abusive et désorganisée des arbres, la forêt classée de la Faya est menacée de disparition. Pour faire face, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable est à pied d'œuvre pour la préservation de cette forêt indispensable pour notre bien-être. Comment et quelles sont les dispositions? Agibou Koulibaly nous en dira un peu plus. Dans notre dossier de ce lundi, Bourama Traoré nous parlera du savon Gabakurouni. Bien que prisé par les ménagères et les femmes, il peut être dangereux pour la santé à cause des composants utilisés dans sa fabrication. En sport, Fotiki Tunkara sera là pour nous parler de basketball avec le championnat national. Il nous parlera également du championnat national de football et du championnat espagnol avec le 259e Classico pour le Real de Madrid face au FC Barcelone. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 22 avril 2024, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Tout d'abord, je vous le disais dans le titre, après la phase des communes déroulée du 13 au 15 avril dernier, les travaux du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, phase régionale qui ont débuté samedi dernier, prennent fin ce lundi à Bamako et sur toute l'étendue du territoire national dans les consulats et ambassades. Il s'agit de faire la synthèse de la phase des communes avec des recommandations en vue de la phase nationale de ce dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Ce dialogue phase nationale est prévu du 6 au 10 mai prochain et sera présidé par le président de la transition, le colonel Assimi Ngoïta. Toujours parlant du dialogue intermalien, les Maliens du Maroc ont répondu en grand nombre à l'appel du Mali avec comme seul objectif contribuer à cette phase de construction de Mali-Koura. Pour eux, la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale ne peuvent être obtenues sans cette phase de dialogue. Safiatou Sissoko a été choisi à l'unanimité pour conduire les travaux qui ont été sanctionnés par des recommandations pertinentes pour le bonheur du Mali. Le nouvel ambassadeur du Mali au Maroc, Fafré Camara, a rappelé l'attachement des plus hautes autorités à la réussite de ce dialogue. Et puis, sachez que l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les FAMA ont mené le 19 avril 2024 une opération spéciale de précision pour neutraliser Al-Khalifa Saouri entre Douétéré et Acharan dans la région de Tombouctou. Ce redoutable criminel qui est impliqué dans toutes les attaques contre les femmes, y compris les tirs d'obus et des braquages contre les civils le long de la route Tombouctou-Goundam, était vivement recherché. Ce terroriste a formellement été identifié avec un recueil de renseignements de grande valeur. Cette action confirme une fois de plus le professionnalisme et la détermination des femmes à mettre fin au terrorisme dans notre pays. L'état-major général des armées salue la bravoure des femmes. Je vous le disais dans les titres, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mamadou Samake, a effectué une visite dans la forêt de la Faya à Kassela, à 45 km de Bamako, dans la région de Koulikoro. Il ressort de cette visite une coupe illégale et abusive des arbres sans autorisation et avec aucune réglementation en vigueur en la matière. Le ministre a promis de sévir et de prendre des dispositions. Agibou Koulibaly était de la visite. C'est sous un soleil de plomb que le ministre de l'Environnement, accompagné d'une délégation, est arrivé à Kassela. Et sur place, c'est la consternation vu l'ampleur de l'abattage sauvage des arbres. Des tonnes de troncs joncent le sol, témoin silencieux d'une catastrophe écologique en cours. Mamadou Samake, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. J'avoue que ce que nous avons découvert ici dépasse vraiment toute imagination. Au port de Bamako aussi et aussi au vu de tout le monde. Le ministre Samake a exprimé son indignation face à cette situation désastreuse pour l'environnement. Mais au-delà de la consternation, Mamadou Samake a également pris le temps
de prodiguer des conseils à la population de Kassela, appelant à mettre fin à l'acte d'incivisme qui constitue la coupe abusive des arbres. Les services des eaux et forêts sont mobilisés pour vraiment prendre les dispositions coercitives prévues par la réglementation en la matière. Il y a eu d'ores et déjà des premières arrestations. Les enquêtes sont en cours par la gendarmerie de Kassela et ça va se poursuivre. Les mots du ministre résonnent comme un avertissement urgent. J'ai lancé un appel aux populations. Les plus hautes autorités aujourd'hui ont marqué leur volonté de lutter contre toutes les agressions portées contre nos forêts, contre les eaux, contre les ressources naturelles de façon générale. Les ressources naturelles sont agressées un peu partout. Le temps est donc venu pour la population de Kassela et pour chaque citoyen de prendre ses responsabilités envers notre environnement. Le ministre Samaké a clairement indiqué que des mesures seront prises pour mettre un terme à cette destruction écologique et pour sensibiliser davantage à l'importance de la préservation de nos ressources naturelles. Hier, de l'atelier de formation en planification et budgétisation sensible initié par le réseau des femmes parlementaires du Mali en collaboration avec ONU Femmes et le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Durant 3 jours, les participants ont été initiés sur comment élaborer une planification et la budgétisation des investissements liés à l'égalité genre dans notre pays. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées par le réseau en faveur de la promotion du genre au Mali. Mohamed Sangaré pour les détails. Après 3 jours d'échanges, de débats sur la promotion du genre, les partenaires financiers se félicitent de l'organisation visant à faciliter l'intégration de cette dimension dans les programmes et budgets de l'État. Lamine Koulibaly, coordinateur unité, gouvernance et leadership féminin ONU Femmes. Le Conseil national de transition peut compter sur ONU Femmes pour accompagner, assister cette grande institution souveraine dans sa marche vers la justice. Les 3 jours de formation sur l'intégration du genre dans les budgets des programmes de l'État ont permis aux participants de formuler des recommandations. Aïdra Aïssata Sissé, présidente du réseau des femmes parlementaires du Mali. Prendre attache avec le département de tutelle pour une vision conjointe et pertinente sur la question genre. Créer un partenariat stratégique entre le réseau des femmes parlementaires et le ministère de la promotion de la femme. Permettre au réseau des femmes parlementaires de bénéficier permanemment de l'accompagnement de ONU Femmes et de tout partenaire qui tient en compte la souveraineté de notre pays. Créer un cadre d'audience avec les autorités. Créer une cellule genre au sein du Conseil national de transition. Maïné Maïnaba, chef de cabinet du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. L'engagement et l'implication des membres du réseau des femmes parlementaires, inclure le genre dans nos activités et prises de décision sont bien manifestes. Nous notons et saluons la grande recommandation faite par la présidente du réseau, celle d'allouer plus de budget au département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Cette formation est une réponse à des recommandations de l'atelier de formation des membres du CNT qui s'est tenu à Ségou l'année dernière. Radio Mali à Caille et environ, 92.2 MHz en FM. Passé de 7 minutes, nous prenons la direction de la cité des Rails où s'est tenu les assises du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES CROCEP. Objectif, approuver et valider les bilans et rapports d'activité de l'année 2023, les plans opérationnels de 2025 des districts sanitaires de l'hôpital régional Fousséni Ndaou et des directions régionales de la santé, du développement social et de l'économie solidaire, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, de Kaye Kabadiara. La tranche quinquennale 2019-2023 du plan décennal de développement sanitaire et social 2014-2023 sert de cadre de référence pour la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des activités aux différents niveaux de la pyramide sanitaire, d'où la tenue de ces assises du CROCEP, Comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES. Dr Issa Sanoko, directeur régional de la santé des Cailles. C'est pour analyser les bilans de 2023 et faire la prévision de 2025. Nous sommes avec tous les acteurs, c'est pour réellement voir quelles ont été les difficultés au cours de l'année 2023 par rapport à la mise en œuvre des activités en matière, surtout dans le secteur de la santé. Moussa Samaké,
chef d'unité informatique à la cellule de planification sanitaire CPS, chef de la délégation d'appui national. Les présentes assises se tiennent dans un contexte marqué, entre autres, par la poursuite de la lutte contre les urgences de santé publique de portée internationale, l'arrêt des appuis budgétaires sectoriels, l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Dans un tel contexte, je vous invite à plus de rigueur dans les évaluations et dans les programmations en privilégiant la consolidation des acquis et en faisant le choix d'activités pertinentes. Asagaïdou Maïga, conseiller aux affaires économiques et financières au gouvernorat de Caille. Où les différentes présentations et discussions permettront aux professionnels de la santé, aux acteurs du secteur public, privé, confessionnel et communautaire de partager non seulement leur expertise, mais aussi de procéder avec diligence et dans un esprit critique à l'atteinte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des différents programmes. Rappelons qu'une attestation de reconnaissance a été remise au projet Yélé pour sa contribution sans faille à l'amélioration du système de santé de la région de Caille. Caille, Kabadjara, Pouyodolo pour l'ORTM. 10h10, actualité hors du Mali au Togo. Validé vendredi dernier par les députés à 87 voix pour et 0 contre, le président de la République, Faure Gnassingbé, a 15 jours pour promulguer le nouveau texte constitutionnel. Ce nouveau texte supprime l'élection présidentielle au suffrage direct par les citoyens et fait du Togo un régime parlementaire dans lequel le pouvoir sera détenu par le président du Conseil des ministres issu du parti majoritaire. Selon les autorités, cette réforme constitutionnelle répond aux aspirations profondes du peuple togolais, mais le collectif des associations contre l'impunité au Togo a demandé au président des institutions de la République de saisir la Cour constitutionnelle pour statuer sur la constitutionnalité du texte et vérifier si ces dispositions répondent aux normes. Au Burundi, des centaines de personnes ont été contraintes de se déplacer à cause des inondations provoquées par les fortes pluies depuis quelques jours dans le pays. Le gouvernement et l'Organisation des Nations Unies ont lancé un appel pour une aide financière et faire face aux effets du phénomène climatique orchestré par El Niño, un vent violent avec des pluies saisonnières qui ont fait près de 100 000 déplacés. Cette dernière semaine, plusieurs pays de l'Afrique de l'Est connaissent des pluies torrentielles qui ont causé la mort de nombreuses personnes. Et puis, en Chine, au moins 3 personnes ont perdu la vie après des pluies torrentielles dans le sud du pays qui ont provoqué des inondations et entraîné l'évacuation de dizaines de milliers d'habitants. Des pluies diluviennes frappent depuis jeudi dernier la province du Guangdong, la plus riche et peuplée du pays. Les fortes précipitations ont fait gonfler les cours d'eau à un niveau tel qu'il fait craindre les inondations du siècle selon les autorités chinoises. Le président turc Recep Tayyip Erdogan entame ce lundi une visite officielle en Irak, une première depuis 13 ans pour un président turc. Il doit rencontrer le Premier ministre Mohamed Shia al-Soudani et le président Abdel Latif Rachid. Plusieurs dossiers tels que les ressources hybrides, les exportations pétrolières ou encore la coopération économique seront abordés. Ce déplacement intervient dans un contexte régional très explosif, alimenté par la guerre à Gaza et les tensions entre Israël et l'Iran. Et justement, on parle de l'Israël où le général Aaron Aliva, chef des renseignements militaires, a démissionné après avoir reconnu sa responsabilité dans les défaillances lors des attaques du 7 octobre dernier par le Hamas. Ces attaques massives ont coûté la vie à 1200 Israéliens et a mené une vaste prise d'otages qui se poursuit pour une centaine de personnes toujours retenues dans l'enclave palestinienne de Gaza. Retour au plan national pour parler de notre dossier de tous les lundis qui s'intéresse aujourd'hui au Gabakuruni. Il est très prisé par des femmes pour sa résistance et sa durabilité dans les tâches ménagères. Vous l'avez compris, il s'agit du savon traditionnel dénommé Gabakuruni en Bamanankan. D'une forme ronde, il est fabriqué à la base par de l'huile de palme, la soude caustique mélangée avec d'autres produits. Le savon est vendu à 250 francs CFA l'unité. Bien qu'il soit moins cher, le Gabakuruni est déconseillé par les professionnels de la santé en raison de son impact négatif sur la peau. Nous avons voulu en savoir plus auprès d'une unité de fabrication de ce savon à Niamakoro en commune 6 du district de Bamako. C'est le grand format de cette édition et il est signé Brahma Traoré.
Belle animation sous un hangar de fortune fait de bois et de tôle sous lesquels s'activent une centaine de personnes pour produire du savon traditionnel appelé Gabakuruni en Bamananka. D'une forme circulaire, il est constitué de plusieurs couleurs. Mahamadou Sidibé est fabricant de savons traditionnels. Le savon Gabakuruni, c'est un nom traditionnel. Autrement dit, en bambara Gabakuru, qui veut dire en français pierre. Ça veut dire que ce savon-là, c'est résistance dans l'eau. C'est pas comme l'autre savon ordinaire. Ce n'est pas comme le savon ordinaire et sa fabrication se fait suivant un processus bien maîtrisé. À la base, c'est l'huile de palme mélangée avec d'autres produits, comme nous l'explique Mahamadou Sidibé. Le savon Gabakuruni est composé de huile de palme en dégras, plus de soude caustique et en même temps de l'eau. La production, ça dépend de la couleur même du savon. Si vous voyez, il y a des savons qui sont en blanc et il y a d'autres qui sont en couleur jaune et il y a d'autres qui sont aussi en couleur jaune or. On les brûle avec du feu au minimum pendant 1 heure à 2 heures de temps pour donner de la couleur. Mais l'huile de palme en degré vient en rouge. Mais la façon de brûler donne aussi la couleur. Il n'y a pas un autre produit qu'on mélange pour donner aussi de la couleur. Souleymane Touré travaille dans cette unité traditionnelle. Muni d'un bâton, il s'applique à bien malaxer les composants du savon, des produits toxiques et très dangereux pour la santé, et il en a conscience. Je fais le mélange du savon à mon niveau avant de passer le relais à ceux qui sont chargés de le mettre en boule. Honnêtement, ce travail est risqué parce que la soude caustique est très dangereuse. Mais ce travail me permet de gagner ma vie honnêtement. Quant à Abouakar Sidibé, il est chargé de donner au savon sa forme ronde. Pour se protéger, il utilise des chaussettes avant tout contact avec la pâte. Je fais ce travail depuis 10 ans. C'est un travail difficile parce que la soude caustique est vraiment irritante pour la peau. C'est pourquoi il est important de se protéger. Je réalise une barrique de pâte de savon chaque jour. Si la production du savon Gabakuruni est le gagne-pain de beaucoup de personnes, son utilisation est pourtant déconseillée par les professionnels de la santé. Binta Guindo est dermatologue. Comme c'est un savon de fabrication artisanale, donc les normes de fabrication ne sont pas respectées dans la plupart du temps. En tout cas, en dermatologie, ce que nous conseillons, c'est un savon à pH neutre. Neutre pour que la peau puisse supporter, que ce soit un savon de fabrication artisanale ou de fabrication industrielle. Il faut que les normes de fabrication soient respectées. Et dans ce cas, il faut que la teneur, c'est-à-dire la teneur en acide ou en base, doit être respectée. Maintenant, les savons Kabakuru, est-ce que c'est un savon à pH neutre? Ça, on ne le connaît pas parce que ce n'est pas mentionné. Et puis la fabrication, souvent, ils mettent beaucoup de soude caustique. Les soudes caustiques sont vraiment irritants pour la peau et nous ne les recommandons pas. Ne recommandons pas puisque ce savon peut avoir un impact sérieux sur la peau, les normes dans la fabrication du produit n'étant pas respectées selon les spécialistes. Si les normes ne sont pas respectées, ça peut être source de conséquences, de risques d'allergie surtout. Parce que non seulement si le film hydrolipidique qui joue le rôle principal d'agression extérieure de la peau, si le pH n'est pas respecté, ça détruit ce film hydrolipidique. La peau aura comme conséquence la sécheresse de la peau. Une peau qui est sèche, elle est irritée et elle est sujette à toutes les allergies réactionnelles de la peau. Des explications qui ne semblent pas décourager certaines femmes à l'utiliser dans les tâches ménagères. Assa Dougouré en est utilisatrice. Je lave mes enfants, mes habits et fais la vaisselle avec le Gabakuruni. Il dure longtemps et c'est moins cher. Avant, le savon irritait la peau, mais suite à nos différentes plaintes, les fabricants ont réduit la quantité de soude caustique. L'impact du savon Gabakuruni sur la main est aussi connu des utilisatrices, mais les bénéfices semblent plus nombreux que les inconvénients, comme en témoigne Mariam Bakayogo. J'utilise le Gabakuruni parce qu'il dure longtemps. Je fais toutes mes tâches ménagères avec ce savon. Seulement, mes enfants refusent de se laver avec au motif qu'il irrite la peau. Bien qu'il soit moins cher de 150 francs CFA l'unité, le savon Gabakuruni doit être utilisé avec une grande précaution. Aux fabricants de ne pas abuser du composant phare, à savoir la soude caustique, afin que le produit et la santé puissent faire bon ménage. Ce qui est sûr, il n'utilise pas du savon Gabakuruni en matière de sport et il va être là dans un instant.
celui que j'aime appeler affectueusement Douti Bafouti. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à Ousmane, bonjour à tous. Vous pouvez le confirmer aux auditeurs que le savon Gabakuruni n'est pas utilisé dans le sport. Non, pas du tout. Alors, on va démarrer cette phase sportive avec le basketball. La 5e journée du championnat national première division a pris fin hier. Oui, dans les derniers matchs de cette 5e journée, l'USFAS s'est imposé face au Real de Bamako, 74-63 chez les hommes. Toujours chez les hommes, l'AS Police a gagné contre les Sigideka, 61-59 chez les dames. L'AS Police a disposé du centre Bintou Dambélé de Koulikoro CBD, 68-53. L'USFAS a dominé le Real de Bamako, 81-76. Autre résultat de cette 5e journée du championnat national de première division de basketball, chez les dames, le Djilba SC a disposé du stade Malade de Bamako, 76-69. L'AS Mandé s'est imposé devant Calaban Sport Club KSC 70-45. Chez les hommes, le Stade Malais de Bamako a dominé le centre de référence de basketball de Tombouctou CRBT 61-56. Atar Club de Kidal a laminé la commune 1 81-40. Parlons à présent football avec le championnat national. La 23e journée s'achève cet après-midi. Oui, avec notamment des matchs délocalisés au stade de Mamadou Konaté cet après-midi. À partir de 16h30, le stade Malais de Bamako jouera contre l'USC Kita. Match particulièrement assez intéressant pour les deux équipes dans leur bataille de positionnement aux deux extrêmes du classement. 4e au classement, le stade Malais de Bamako pourra s'emparer de la 2e place en cas de victoire. De son côté, un succès permettra aussi à l'USC Kita, en position de relégable avant-dernier d'ailleurs au classement, de gagner une place et d'améliorer légèrement sa situation. Voilà ce qui explique donc les enjeux de cette rencontre. Puis, aux environs de 18h30, AfriFoot Elite affrontera le 11 créateurs de Nyarela dans le ventre mou du championnat. Ces deux équipes occupent respectivement la 9e et la 11e place au classement. Initialement programmé au stade du 26 mars de Rimadio, fermé pour raison de travaux au niveau de la pelouse. En vue donc de la régénération du gazon, ces matchs Stade Malais de Bamako et Sekita et AFE 11 créateurs sont donc délocalisés au stade Mamadou Konaté. Hier, dimanche, le Djilba AC a fait une bien bonne affaire en disposant de l'AS Police 3-0. Les Rouges confortent ainsi leur fauteuil de leader grâce à cette victoire cumulée à la défaite de leur dauphin Real de Bamako, battu 2-1 à Bougouni par l'USB. Les Scorpions, qui étaient déjà au classement, tombent ainsi de leur piédestal au profit de l'AS Bakardian et Barawili, vainqueur de l'US Bougouba, 2-0. Autre résultat enregistré au compte de cette 23e journée, l'ASCO a battu le Binga FC 2-1, l'ISFAS a battu le Sobé par ce même score 2-1, Black Star de Badalabou et ATS de Koro ont fait match nul 2 buts partout. À présent, sur le continent, on va parler des demi-finales des compétitions africaines de clubs, même s'il n'y avait pas de club malien engagé. Oui, c'est vrai, le Stade Malais de Bamako qui représentait donc les Maliens en Coupe de la Confédération est donc tombé au niveau des quarts de finale. Alors, on va donc parler donc de cette Coupe de la Confédération, la rencontre qui devait opposer hier les Algériens de l'USM Alger aux Marocains de la Renaissance sportive de Berkane n'a pas eu lieu. C'est là en raison des effluves de la bruit diplomatique entre ces deux pays au sujet du Sahara occidental. À son arrivée en Algérie, les bagages de l'équipe marocaine ont été saisis et confisqués par les douanes algériennes à cause des maillots sur lesquels figure la carte du Maroc incluant le Sahara occidental. Les autorités algériennes qui ont donc estimé cela comme un slogan politique formellement interdit par la CAF ont été déboutées par cette dernière qui leur a demandé de lever la main sur les bagages en question. Cela n'a pas été fait et dans la foulée, la fédération algérienne a demandé un report du match à la CAF qui a rejeté cette sollicitation. Les Marocains n'ont donc pas accepté de jouer avec le maillot qui leur a été proposé par les Algériens et sont donc restés au vestiaire. Ousmane, c'est donc une affaire à suivre qui sera certainement portée devant les instances compétentes. Tout compte fait, une fois les différents rapports en main, la CAF siégera sur le dossier et rendra publique une décision. Déjà, la CAF a donc présenté ses excuses dans un communiqué aux sponsors partenaires TV et aux supporters pour les désagréments causés. Quant à l'autre demi-finale, les Égyptiens de Zamalek et les Ghanéens de Dreams FC se sont neutralisés 0-0. Le retour est prévu dimanche en Ligue des Champions. À présent, au compte des demi-finales aller samedi à Lumumbashi, les Congolais du tout-puissant Mazembe et les Égyptiens du National Al-Ali ont fait match nul 0-0. Dans l'autre demi-finale, les Tunisiens de l'Espérance sportive ont gagné 1-0 contre les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns. Les matchs retour sont prévus vendredi. Restons donc au niveau de la CAF pour parler donc de la CAN Futsal 2024 remportée par le Maroc. Hier dimanche à Rabat, le Maroc a remporté la CAN de Futsal 2024, son 3e sacre consécutif dans cette
cette compétition après 2016 et 2020 en étriant l'Angola 5-1. Fort donc de ce succès, le Maroc égale les records de l'Égypte en portant donc son total à 3 CAN remportés dans cette discipline. On va terminer cette page sport dans un pays frontalier avec le Maroc pour dire qu'on n'est pas loin du continent. Il s'agit de l'Espagne. Le week-end a été marqué par le Classico, c'est-à-dire le duel entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. En plus d'être roi de l'Europe, cette année, le Real de Madrid est le roi de l'Espagne. Oui, pour l'instant, rien n'est encore confirmé, même si le Real est bien parti quand même. Alors, on va dire que les Merengues ont tout simplement confirmé leur suprématie cette saison en remportant le 257e Classico. Au terme d'un match plein de rebondissements, le Real Madrid a pris le meilleur sur le FC Barcelone, 3-2 hier, lors de la 32e journée de la Liga. Une victoire, la 4e de suite en match officiel et la 105e de l'histoire contre 100 pour le FC Barcelone, sans compter les 52 nuls, permet donc aux merengues de prendre 11 points d'avance sur les rivaux catalans, deuxième au classement et défiler vers les titres. Alors, d'un titre à un autre, on va donc parler. On va dire qu'il est toujours question donc des titres en Italie. L'Inter peut remporter le 20e Scudetto de son histoire ce lundi face à son grand rival historique, AC Milan, que vous aimez tant. À partir le coup d'envoi donc de ce match est prévu à 18h45. Alors pour y parvenir dès cette 33e journée, l'Inter doit s'adjuger le derby milanais. Les Nerazzurri disposeraient alors de 17 points d'avance sur le Milan. Avec encore 5 matchs à disputer, il ne pourrait plus être rattrapé. Un nul et le sacre pourrait avoir lieu le week-end suivant à l'issue du match contre le Torino, toujours à San Siro. En Allemagne, ça y est déjà pour le Bayer Leverkusen assuré depuis la semaine dernière de remporter son premier titre de champion d'Allemagne en 120 ans d'existence. Véritable révélation cette saison en Allemagne quand même. Le Bayer Leverkusen poursuit son invincibilité. Mené hier 1-0 à la 81e minute de jeu à Dortmund, Leverkusen a égalisé à la 7e minute du temps additionnel. Les hommes de Xavi Alonso sont donc décidément les rois des arrêts de jeu cette saison, puisqu'ils ont inscrit hier le 14e but, toutes compétitions confondues au-delà du temps réglementaire, et le 28e après la 80e minute de jeu. Toutes compétitions confondues, Leverkusen en est cette année donc désormais à 45 matchs consécutifs sans défaite. 45 matchs consécutifs sans défaite, un record dans les 5 grands championnats européens qui était jusque-là détenu par la Juventus, qui avait enchaîné 43 rencontres de suite sans défaite entre mai 2011 et mai 2012. Bravo au Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, également à vous pour toutes ces statistiques bien fouillées, bien fournies pour animer la page sportive de ce 13h passé à 26 minutes à Dramani, région de Caille, qui s'achève. Mais avant de nous séparer, retenez que après la phase des communes déroulée du 13 au 15 avril, les travaux du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, phase régionale, qui ont débuté samedi, prennent fin ce lundi à Bamako, sur toute l'étendue du territoire national, dans les consulats et ambassades. Il s'agit de faire la synthèse de la phase des communes avec des recommandations en vue de la phase nationale de ce dialogue entre les Maliens prévu du 6 au 10 mai prochain et qui sera présidé par le président de la transition, le colonel Assimi Ngoïta. Et puis l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les femmes ont mené le 19 avril 2024 une opération spéciale de précision pour neutraliser Al-Khalifa Saouri entre Douétéré et Acharan dans la région de Tombouctou. Ce redoutable criminel qui est impliqué dans toutes les attaques contre les femmes, y compris les tirs d'obus et des braquages contre les civils le long de la route Tombouctou-Goundam, était vivement recherché. Ce terroriste a formellement été identifié avec un recueil de renseignements de grande valeur. Cette action confirme une fois de plus le professionnalisme et la détermination des femmes à mettre fin au terrorisme dans notre pays. L'état-major général des armées salue la bravoure des femmes. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou. Réalisation Souma Ouaïdara, Koumassi Sao. Mise en onde Astan Kamara Lassane Traoré. Mise en ligne Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Après une pause d'une semaine, chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt. Bonne semaine à toutes et à tous.